Un peu de calme dans l'assemblée. Je vois qu'on commence déjà à se moquer de ma syntaxe. Mais non, JavaScript. De toute façon, ça s'écrit .js. Y a pas de problème. Bonjour à tous. Comment vous allez? Je vois que la caméra mériterait d'être. Hop, un petit peu plus haut. Allez, c'est pas mal. Ça fera l'affaire. Comment ça va? Moi, ça va au poil. Ça fait 2 jours on a fait hier et ce matin, on a codé et tout. C'était super. Je suis trop content parce que sur mon projet top secret, j'avance trop bien. Et vous en saurez plus la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, normalement, j'aurai une grosse annonce à faire. La plupart d'entre vous savent déjà de toute façon ce que c'est que le projet secret, parce que la plupart d'entre vous êtes sur le Discord et j'en ai déjà parlé là-bas. Il y a d'autres personnes qui me suivent en live le matin ou la journée qui en ont déjà parlé aussi. Donc vous savez à peu près de quoi ça s'agit. Mais j'en reparlerai plus la semaine prochaine parce que ça me tient à cœur. Bref, euh, ça va. Du coup, tout roule. J'ai mis les épisodes de la semaine dernière, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube. Pour une fois, j'ai pas attendu hier pour le faire. Je me suis occupé un petit peu plus vite. Et aujourd'hui, du coup, comme vous l'avez pu le lire et comme vous avez déjà moqué de moi, on va parler JavaScript. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un vrai langage de programmation. Parce que le HTML et le CSS ne sont pas des langages de programmation. Ce sont des langages de description, si vous préférez, structuration et tout, mais ce ne sont pas des langages de programmation en tant que tels. On ne peut pas créer des programmes. On crée des pages web, certes, mais ce ne sont pas des programmes. T'es pas dans la confidence? Bah fallait être sur le Discord, Vicky, ou faut venir me voir en live toute la journée demain. Quoique demain on va mettre en place un serveur, donc c'est pas non plus du code. Et du coup, la semaine dernière, on a vu le CSS, donc pour mettre de la peinture sur nos pages web. La semaine d'avant, on a vu le HTML pour créer nos pages web, pour créer la structure, le squelette de nos pages web. Et bien cette semaine, on va voir le JavaScript. Le JavaScript, ça va nous permettre de manipuler nos éléments HTML et CSS dans notre page. C'est-à-dire que par exemple, si vous cliquez sur un élément de la page, sur un div, sur un paragraphe, sur un tableau, quoi que ce soit, on va pouvoir par exemple faire une réaction. Par exemple, si on clique sur un élément, lui faire changer de couleur, ou plein d'autres actions. Et pour ça, on va bénéficier grâce au JavaScript de toute la puissance d'un langage de programmation. On va avoir des variables, on va avoir des conditions, des boucles, etc., 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 et d'autres outils pour pouvoir interagir avec la page. Du coup, comme d'habitude, on va reprendre la même chose que la semaine dernière, donc une page web, un navigateur et notre code en dessous. Et cette fois-ci, on va juste rajouter, voir déjà comment on rajoute des JavaScript, comment ça se compose un petit peu un programme JavaScript, et pouvoir agrémenter de nouvelles choses. Salut THX. Première chose à savoir, premier mot de vocabulaire en fait, je vous présente ici, je décale un petit peu, ici je vous présente ce qu'on appelle le DOM, le Document Object Model. Hop, DOM. DOM comme Dominique. Document. Je vous le tape dans le chat pour une fois. Je fais pas un dessin. Ça vaut pas le coup juste pour ça. Document Object Model. Retenez juste l'acronyme DOM. Et retenez juste que DOM, quand on parle de DOM, on parle de contenu de la page. On parle de toutes les balises qui composent la page. Le DOM, ça va être tous les paragraphes, toutes les divs, toutes les tables, toutes les listes, etc., etc. Tout ça, ça compose le DOM. Ok? Et donc le JavaScript va nous permettre de manipuler le DOM, le fameux DOM. Donc pour ça, on va commencer tout de suite. Hop, regardez ça comme c'est beau. Je vais faire plaisir à Vicky, JavaScript. Alors pour ceux qui ont déjà fait de l'informatique, ou qui ont déjà entendu parler de différents langages informatiques, JavaScript, ce n'est pas Java. Le Java est un autre langage de programmation qui n'est pas du tout pareil que JavaScript. Ils ont un bout du nom en commun, mais c'est tout. Ça s'arrête là. C'est pas pareil. Donc si jamais vous pensez que... Non, c'est pas pareil. On va regarder notre page web de l'autre fois, et je vais tout de suite aller dégager tout ça, parce qu'on va repartir sur une page un peu plus vide. Pareil pour le CSS. Vous vous rappelez, j'avais un fichier de CSS ici, mon fichier HTML là, et je pouvais manipuler les deux. Je nettoie un petit peu tout ça, et évidemment, j'ai une page web vide. Alors, le JavaScript. Comme
pour le CSS, le JavaScript, on va pouvoir l'inclure dans une balise. Vous vous rappelez, le CSS, on avait pu par exemple le taper dans une balise style. On avait fait un truc comme ça, et ici, on avait mis toutes nos descriptions, etc. Et bien aujourd'hui, au lieu de créer une balise style, on va créer une balise script. D'accord? La balise script, elle va nous permettre de contenir du JavaScript. Ce morceau-là, les navigateurs modernes vous autorisent à l'enlever. Vous pouvez juste taper script, et ça suffit. Ici, vous pourrez taper le contenu de votre code. Donc tout votre code JavaScript, vous pourrez le mettre ici. Ici. Déjà, première différence, pour faire un commentaire, j'ai mis 2 barres obliques, 2 slash. J'ai pas mis, comme on avait fait en HTML, comme ça. Quand vous êtes entre les deux tags, les deux balises script et la balise fermante script, vous êtes dans un contexte JavaScript. Tout votre code, toutes les lignes que vous allez taper ici, c'est du JavaScript. Ce n'est plus du HTML, ce n'est plus du CSS, c'est du JavaScript. Cette balise-là, on aurait pu aussi... J'ai pas les mêmes habitudes. Bon, j'arrive pas à le déplacer comme je veux. Cette balise-là, elle aurait pu aussi se trouver ici, dans le head. Contrairement au CSS, ça va faire une différence. C'est-à-dire que votre page, quand le navigateur va charger votre page, il la charge de manière procédurale. Il va récupérer tous les octets 1 à 1. Donc quand il reçoit tout ça de vos serveurs, il reçoit tous les octets qui composent le caractère, un par un. Ok? Et donc il va les recevoir dans l'ordre. Et si ici vous avez un gros script qui est censé faire des traitements, et bien dès le début, il va se mettre à exécuter votre script avant d'aller faire le rendu de votre page. Donc si vous avez des choses qui sont importantes à faire, si vous voulez afficher un contenu minimal pour votre page, il vaut mieux mettre votre script à la fin que le mettre au tout début. Comme ça, il sera exécuté à la fin quand votre page aura déjà chargé des éléments graphiques sur votre page. Quand votre navigateur aura chargé des éléments graphiques sur votre page. Une autre façon d'incorporer votre JavaScript, ça aurait été de faire un script externe, donc comme on avait fait l'autre jour pour le style. De faire un truc comme ça, et au lieu de l'appeler style, par exemple, on aurait pu l'appeler script.javascript. Et d'aller chercher, donc du coup, un script à l'extérieur, dans un autre fichier. Aujourd'hui, je vais me contenter de le mettre en dessous. On va pas écrire non plus des milliards de trucs. Alors, afin de pouvoir manipuler un peu les choses, je vais créer pour l'instant un truc tout con. Je vais juste faire une balise qui met du texte en gras. Une balise string qui met du texte important. Voici mon texte. Voilà. Maintenant, on va s'occuper uniquement de ce qu'il y aura dans notre balise script. Donc dans notre balise script, on va avoir accès à plein de fonctions. Donc pour ceux qui ont fait le tutoriel Arduino, vous vous rappelez, par exemple, on pouvait écrire digital write, pin read, pin mode, etc., etc. Tout ça, c'était des fonctions, des instructions qui étaient propres au langage Arduino. Là, c'est pareil. On va utiliser des instructions, des fonctions qui vont être propres au langage JavaScript. Donc par exemple, on va pouvoir créer des variables. Alors, on va utiliser le mot-clé let ou le mot-clé var. Il y a une petite différence entre les deux. Je vais très souvent utiliser le mot-clé let. Ma variable égale pour l'instant, par exemple, 0. Ok? Donc vous avez remarqué, contrairement à l'Arduino, je n'ai pas de type. Je ne précise pas si c'est un caractère, si c'est un nombre, si c'est une chaîne de caractères, si c'est quoi que ce soit. Je dis juste ma variable égale 0. JavaScript est ce qu'on appelle un langage faiblement typé. C'est-à-dire que, peu importe le type, ma variable pourra contenir à peu près n'importe quoi. Donc là, par exemple, ma variable contient 0, mais si juste après, j'écris ma variable égale coucou, je vais le mettre entre deux guillemets fonctionnent. Double guillemets ou guillemets simple fonctionnent les deux pour une chaîne de caractères. Si juste après, je fais ma variable égale coucou, ça passe. JavaScript s'en fout. Ma variable, c'est juste une case dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut. Alors voilà. Petit point sur les variables, je m'enflamme un peu, parce que vous n'étiez peut-être pas tous là pour les cours, vous n'avez peut-être pas tous fait le cours sur Arduino. Une variable, en JavaScript et dans bien d'autres langages, une variable, considérez ça comme une case mémoire dans laquelle vous pouvez stocker une information. Donc là par exemple, j'ai créé une case mémoire que j'appelle ma variable, donc j'ai créé une boîte que j'appelle ma variable, et dedans, je mets l'information 0.
j'aurais pu mettre l'information 42, etc. etc. J'ai décidé de mettre l'information 0. Donc dans ma boîte, ma variable, je crée une boîte ma variable et tout de suite je lui mets l'information 0. Et juste après, dans ma variable, j'ai décidé d'écraser l'information précédente avec ce qu'on appelle une chaîne de caractères dans laquelle je contiens coucou. Donc là, dorénavant, ma variable vaudra coucou. Voilà, etc., etc. On peut faire plein d'opérations comme ça. Et comme le JavaScript, encore une fois, est un langage faiblement typé, on peut s'amuser à changer le type de la variable, passer d'un entier à une chaîne de caractères pour repasser après à un entier sans que ça ait de l'importance. Alors essayez quand même, si possible, d'avoir de la cohérence dans vos variables, dans le nom de la variable et dans l'utilisation de ces dernières. C'est quand même plus pratique pour s'y retrouver quand vous faites votre programme. Une première fonction qu'on va voir, ça va être console.log. Parce qu'on n'est plus dans les années 90, on va faire ça proprement. Console.log permet d'afficher des choses. Par exemple, on va afficher coucou. Où est-ce que ça va s'afficher? Dans votre navigateur, dans tous les navigateurs, que ce soit Firefox ou autre, si vous appuyez sur la touche F12, vous pouvez afficher un menu spécial qui va s'afficher soit en dessous, soit dans une nouvelle fenêtre. Normalement, ça fonctionne dans tous les navigateurs. Même là, maintenant, si vous êtes sur un ordinateur, et non pas sur une tablette ou autre, si vous êtes sur un ordinateur, appuyez sur la touche F12, et vous devez normalement avoir une fenêtre qui va venir soit s'ancrer tout en bas, ou sur le côté, soit dans une nouvelle fenêtre. Je tourne la tête alors que le micro est accroché, c'est complètement idiot. Dans cette fenêtre, on va découvrir plusieurs choses. Tout d'abord, on a ce qui s'appelle l'inspecteur. Je vous l'avais montré très brièvement l'autre fois. L'inspecteur, c'est juste quelque chose qui vous permet de voir le contenu de votre page. Donc on retrouve la balise HTML, notre en-tête, et la balise body qui va contenir le reste. Comme j'ai pas encore rafraîchi la page, j'ai pas le contenu que j'ai écrit derrière. Et après, on a la console. La console, c'est un outil qui nous permet d'afficher des variables, d'afficher du texte, etc. et d'interagir avec ce dernier. Ici, je pourrais taper du langage JavaScript, ça fonctionnerait. Par exemple, si je crée une variable que j'appelle temp, comme temporaire, si après je demande temp, ça va bien m'afficher 0. Et si dans temp, je mettais coucou, alors, quand j'affiche temp, j'ai bien coucou qui s'affiche. Mais principalement, on va surtout s'en servir pour, quand on crée un programme, on va surtout s'en servir pour afficher des petits messages comme ça. Console log ou console error en général. On va surtout faire ces deux-là. Qui vont nous permettre d'afficher des choses et savoir un petit peu où on en est dans notre programme. Donc par exemple, si je lance ça, on va avoir mon texte qui va s'afficher en gras ici, et dans la console, on va avoir un petit message console.log coucou. Donc on va avoir un petit message qui va dire coucou. Vous voyez, ici, j'ai un petit message. L'habitude d'écrire en anglais. J'ai un petit message qui dit coucou. Pourquoi il m'embête? L'encodage, d'accord. Bon, parce que j'ai pas fait tout comme il fallait bien. Occupez-vous pas de ce message là pour l'instant, c'est pas dramatique. Donc j'ai mon texte qui s'affiche, et dans la partie JavaScript, j'ai coucou. Si on retourne dans l'inspecteur, on voit que dans le body, j'ai bien ma balise qui est apparue, et j'ai bien mon script qui est apparu lui aussi, avec le contenu du script. Let ma variable égale 0 et console log coucou. Et console log, ça peut servir à afficher du texte, mais ça peut aussi servir à afficher des variables. Donc si je fais ça par exemple, on voit qu'on a 0 qui s'affiche. Si ma variable valait 42, la bêtise. Si ma variable valait 42, alors j'aurais eu 42 d'affiché, et j'aurais pu même afficher coucou, virgule ma variable, et là dans ces cas-là, j'ai carrément le texte, coucou de point, espace, puis ma variable qui s'affiche. Donc ça c'est super important parce que c'est super pratique. Vous aurez très souvent dans votre programme envie de vérifier une information ou des choses comme ça. Faire un petit console log, ça n'empêche pas, ça n'ennuie pas l'utilisateur. L'utilisateur n'est pas affecté par cette information-là puisqu'il ne la voit pas. Il faut qu'il aille la chercher si vraiment il veut la voir. Et vous, en tant que développeur, ça vous permet quand même d'avoir quelques informations. Alors c'est bien quand on crée le programme, quand on est en production, quand notre site il est en exploitation, on évite d'en mettre quand même parce que ça peut faire fuiter des informations ou des choses comme ça. Oui, afficher des trucs en trop, c'est quand même pas terrible.
Et si vous en affichez mais des milliards, ça commence à faire laguer votre navigateur, donc c'est pas optimal. Alors, ça, c'est un début. C'est déjà bien. Maintenant, c'est bien, mais c'est pas fou. C'est bien, mais c'est pas fou. Ah oui. On va apprendre le truc que tous les profs d'informatique ont appris dans les années 80, dans les années 2000, peut-être pas exagéré quand même. Le truc que tous les profs d'informatique apprenaient avant, dans les années 2000, qui est le alerte. Ne faites pas ça. Vous allez le voir vous allez sûrement le trouver dans des tutos ou des trucs comme ça. Ne le faites pas. Alerte, ça va vous créer une boîte modale, c'est-à-dire une boîte qui va prendre la main sur votre navigateur pour vous afficher le message. Voilà, comme ça. Ne faites pas ça. Voilà. C'est bien d'avoir les mauvaises pratiques, c'est bien de les connaître, mais ne faites pas ça. Si vous faites ça, c'est vraiment quand vous avez un signalement fort à faire à l'utilisateur, quand vous voulez vraiment le prévenir de quelque chose de super important. Ça lui fait perdre le focus, vous voyez, il a plus la main sur la page se met en pause, elle est en train de charger pour rien, et derrière vous êtes obligé de valider à la main. Donc ne le faites pas. Et il y a eu tellement d'abus avec ça, que si vous en faites plusieurs, dorénavant, les navigateurs vont vous proposer d'arrêter d'afficher ce genre d'alerte sur la page en cours d'exécution. Donc là j'en ai mis 5 et il n'y en a qu'un seul qui s'est affiché, les autres vont être skip, vont être annulés parce que les utilisateurs en ont marre d'être embêtés avec ça. Ne faites pas alerte. Faites console.log ma variable. Ça, c'est la bonne pratique. Ça, c'est bien. Soyez un bon développeur. Soyez gentil avec vos utilisateurs. Ok. C'est cool, on s'est créé une variable. C'est bien, ça peut toujours servir. Et du coup, on va pouvoir retrouver toutes nos structures qu'on avait vues, par exemple, dans le tuto Arduino. Donc, par exemple, si vous voulez faire une condition, alors je ne vais pas re-rentrer dans le détail de toutes les structures. Pour ça, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube et de retrouver des vidéos qui concernaient Arduino. Sur toutes les chaînes, toutes les conditions, comment fonctionne une condition, if, else, une boucle, etc., etc., vous pourrez les retrouver. Donc, ça sera quand même... Je n'ai pas envie de tout réexpliquer maintenant, pour éviter de perdre trop de temps. Quand tu fais des consoles.log, tu es aussi un mauvais développeur. C'est quand même pratique, quand tu débutes, de pouvoir faire des consoles.log. Je suis d'accord, il y a des outils plus puissants comme le debugger, etc. Mais je rappelle quand même qu'on est dans des tutos niveau très débutant, donc on va pas non plus aller dans les outils trop poussés, etc. Ok? Donc on va retrouver les structures, ce qu'on appelle des conditions. La condition qui s'écrit if, else, donc if pour dire si, et else pour dire sinon. Pour un rappel très bref, dans le if, ici, vous allez écrire ce qu'on appelle une condition. Donc quelque chose qui répond soit à vrai, soit à faux. Donc par exemple, je peux écrire « Est-ce que ma variable est supérieure à 0 ?» Dans ces cas-là, alors apparemment ça va en faire grincer les dents certains, positif, je peux écrire ceci, ma variable est positive, et sinon, si ma variable n'est pas supérieure à 0, donc si elle est supérieure à 0, positif, si elle n'est pas supérieure à 0, on passe dans le cas sinon, et on aura affiché négatif. Si on teste ça, on va bien voir qu'on a positif. Si ma variable valait moins 42, dans ces cas-là, on aura eu négatif. Ça, c'est ce qu'on appelle une condition, une structure conditionnelle. If, else. Le else est 0 et négatif. Testons. Je sais où tu veux en venir. 0 est négatif. Mais on va pas rentrer dans ce genre de détails. C'est trop compliqué. Tu m'as coupé dans mon fil de pensée. Le else est facultatif. On peut avoir juste le if pour dire que si ça c'est vrai, dans ces cas-là, on passe dans le champ positif. Dans le cas positif. Tous ceux qui connaissent très bien JavaScript dans le chat, voilà, on est sur un tuto débutant, on va y aller tranquillement. Donc, si vous voulez apporter des compléments, avec plaisir, mais essayez de vous mettre à la place d'un débutant et pas trop embrouiller les esprits. Ok? Ça serait sympa. Sinon, vous êtes évidemment les bienvenus pour apporter des compléments. Ça, y a pas de problème. Une autre structure qui est pratique, ça va être par exemple le for. Là encore, le for, ça marche comme avec l'Arduino, ça permet de faire des incréments et d'explorer des structures de données.
On le reverra le for. Je vais pas vous le présenter maintenant parce qu'on le reverra un peu plus tard tout à l'heure. Ok? Donc maintenant qu'on connaît 2-3 trucs en JavaScript, et littéralement 2-3, on va pouvoir aller essayer de s'amuser à manipuler notre contenu. Donc, par exemple, on va créer une variable qui va contenir l'élément qui est là. Donc pour ça, je vais créer une variable que je vais appeler ELMT pour élément, une version abrégée, ça m'évite d'avoir les textes trop loin tapés. Et je vais utiliser un truc comme ça, document.querySelector, et ici je vais mettre quelque chose. Alors, on décompose. Document, c'est le contenu de mon navigateur web. Ok? Ici, j'ai mon document. Ah, j'ai pas le focus sur la bonne tête. Ici, j'ai mon document. QuerySelector, en bon français, ça veut dire requête de sélection, en quelque sorte. Ou tout simplement, sélection. Et ici, on va pouvoir mettre quelque chose qui va décrire ce qu'on souhaite sélectionner. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de sélectionner du contenu qui est dans notre document. Donc là, par exemple, je vais dire que tu sélectionnes toutes les balises de type strong. Ok? Et pour voir ce qui s'est passé, on va faire un petit console log de éléments. Quand on l'exécute, on voit qu'il nous a retourné le console log qui est là. C'est le seul qui fait un affichage dans la console. Il voit qu'il nous a retourné strong. Si je m'amuse à passer ma souris dessus, c'est bien parce que ça nous affiche ce qu'il y a. Donc, on peut voir qu'il y a plein de choses dans le strong. On va pas rentrer dans le détail de tout ça. Je vous invite à le faire par curiosité. Et derrière, ici, ça veut dire que élément, c'est notre balise strong du DOM. Et donc, puisque maintenant, élément reflète ceci, eh bien, on va littéralement pouvoir manipuler ceci dans notre code JavaScript. Donc, par exemple, je pourrais faire élément text content égale un nouveau texte. Un nouveau texte. Et si je fais ça, notre texte va changer. Il va bien démarrer à voici mon texte, mais comme immédiatement tout ceci va s'exécuter, ça va changer le texte. Vous voyez? Mon texte normalement ça aurait dû être ça, mais comme mon JavaScript a été sélectionné l'élément et en a modifié le contenu, alors je vais pas tout vous apprendre tous les morceaux comme ça, vous direz sur Google quand vous avez une question en général, et vous allez pouvoir changer par exemple le contenu du texte. Et il y a plein d'attributs que l'on peut changer comme ceci. Si on veut manipuler les balises strong que d'une partie de la page, c'est comme en CSS. Ah, t'anticipes. Alors, d'abord, je vais y venir juste après du coup. Voici mon premier texte. Voici mon second texte. Et voici mon troisième texte. Si je refais pareil, je refais élément, QuerySelector, je l'affiche dans ma console et je rechange le contenu. Qu'est-ce qui va se passer? Exécutons. Un nouveau texte. Un nouveau texte. Voici mon second texte. Et voici mon troisième texte. On voit que élément n'a sélectionné que le premier élément qui était du type précisé, en l'occurrence strong. Quand on souligne, on le voit ici. Document.querySelector ne sélectionne que le premier qui correspond à la requête qui est ici. Si je veux sélectionner toutes les balises de type strong, dans ces cas-là, il faut préciser un all. Je vais couper pour l'instant ce morceau-là. Si je refais ça, et qu'on regarde ce que contient l'élément, on va voir que dorénavant, ici, on n'a plus juste notre élément strong, mais dorénavant, comme on a utilisé le all, on a bien sélectionné nos 3 balises. Et ça a créé un tableau. Donc là encore, je vous invite à aller voir côté YouTube les vidéos sur le tutoriel vidéo. Un tableau, c'est une liste, c'est plusieurs cases mémoire qui vont en général être consécutives, en tout cas pour les langages bas niveau. En JavaScript, je sais pas. Mais ça va être plusieurs cases mémoire qui vont être réservées pour stocker des données. Donc là, on va voir 3 cases mémoire qu'on pourra accéder pour accéder aux 3 choses. Donc maintenant, on ne pourra plus faire élément.texte content. Parce que élément, ce n'est plus un élément tout seul,
mais c'est un tableau d'éléments. Donc pour ça, il va falloir accéder à l'indice de l'élément qu'on veut. Les indices commencent à 0, comme avec Arduino. Donc par exemple, si je veux modifier le premier texte, je vais faire l'élément qui est à l'indice 0. Si j'avais voulu modifier le deuxième texte, je prenais celui qui a l'indice 1. Donc là, mon premier texte, un nouveau texte, mon troisième texte, et si je voulais sélectionner le dernier, je faisais 2. Mon premier texte, mon second texte, un nouveau texte. Ok? Donc là, c'est juste qu'au lieu de stocker un seul élément, on stocke un tableau, donc on va accéder aux éléments d'un tableau. On peut utiliser des classes DD. Oui, j'en passe. Ne va pas trop vite, j'y arrive. Mais c'est bien, c'est très bien. Ce sont de bonnes questions. On aurait pu aussi explorer l'intégralité de notre tableau. Donc pour ça, je reviens sur mon for de tout à l'heure. Mon for, je vais commencer par créer une variable qu'on va appeler par exemple i. Et on va explorer tout notre tableau. Donc on va dire for la variable i dans le tableau. Cette syntaxe, elle va me permettre d'explorer. I va prendre à tour de rôle la valeur 0, puis la valeur 1, puis la valeur 2, et après, comme on va être à la fin du tableau, on va quitter la boucle for. Et donc, ici, je vais pouvoir mettre mon élément texte comptant, mettre la valeur i ici, et comme elle va valoir 0 en premier lieu, ça va sélectionner élément 0.texte comptant, puis élément 1, puis élément 2. Si on exécute ça, on voit qu'on a bien un nouveau texte à chaque fois. On aurait pu aussi faire texte plus i. Alors j'aime pas trop cette syntaxe, mais on va la faire. Normalement ça devrait le faire. Je la fais jamais cette syntaxe, ça se trouve ça va bugger. Et on a bien texte 0, texte 1 et texte 2. J'ai tendance à me méfier du plus pour concaténer des chaînes comme ça quand on met des variables qui sont pas du même type. Parce que ça c'est un entier. Ça c'est une chaîne de caractères. Donc on a bien exploré l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2. D'accord? Et alors, pour répondre à ta question, j'en passe. La voici, la voilà. Effectivement, on peut utiliser des classes et des ID. Les ID, j'en ai pas parlé la semaine dernière. Je vais expliquer juste après quelle est la différence par rapport à une classe. Admettons, je mets une classe par exemple ici. On va l'appeler bleu pour l'instant. C'est pas relatif à une couleur ou quoi que ce soit, c'est juste un mot qui m'est passé par la tête, et éventuellement on fera une couleur tout à l'heure avec. On va l'appeler classe bleue. Et bien ici, je pourrais par exemple sélectionner tous les éléments qui ont la classe bleue. Donc comme en CSS la semaine dernière, je vous rappelle qu'en CSS, quand on voulait sélectionner une classe, on faisait point, puis le nom de la classe. Et bien là c'est pareil, on va sélectionner tous les trucs qui ont la classe bleue. Alors que ça soit des trucs strong, ou que ça soit, par exemple, ici j'aurais pu avoir un paragraphe qui avait la classe bleue. On l'aurait sélectionné aussi. Donc là on voit que dans ma liste, dans mon tableau, j'ai bien mon élément strong bleu et un paragraphe dans lequel il n'y a rien qui s'appelle bleu aussi. Ça va, j'en passe? C'est ce que tu voulais voir? Et donc là aussi j'ai bien fait query selector all. Si j'avais fait juste query selector, on n'aurait eu que l'élément strong qui était là. Comme tout à l'heure. Donc ça, faut bien s'en rappeler. Tu parlais des ID. Qu'est-ce que c'est qu'un ID? Effectivement, il existe un truc qui s'appelle un ID. Je ne l'avais pas présenté la semaine dernière, j'ai fait exprès de le laisser sous silence. Un ID, c'est un peu similaire à une classe. Un ID, ça va permettre d'identifier un élément. Par exemple, deuxième. Un ID, la différence par rapport à une classe, c'est qu'un ID ne peut être attaché qu'à strictement un seul élément dans toute la page. C'est-à-dire que l'ID deuxième ne peut être présent qu'une seule fois. J'ai pas le droit de faire ça, par exemple. Ça, j'ai pas le droit. Là où une classe, je peux l'avoir plusieurs fois, je peux avoir une classe bleue ici, une classe bleue là, une classe bleue autre part, l'ID ne sera présent qu'une et une seule fois. C'est la seule différence. Donc l'ID, c'est pratique pour cibler des éléments très particuliers. Voilà.
Si on veut y accéder en JavaScript, on n'utilise non plus le point, comme on avait fait point bleu, mais on utilisera le croisillon. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Hein. Le dièse, le hashtag, je crois que ça s'appelle un croisillon, non? On utilisera le symbole du croisillon, donc le ALGR3, et comme l'autre fois, on mettra deux accolades, etc. Là, on a sélectionné l'élément avec l'ID deuxième. Et on peut faire exactement pareil pour le JavaScript. Si je fais ça, on voit qu'on a bien sélectionné l'élément strong qui a l'ID deuxième. Et on voit qu'il nous a aussi prévenu qu'il avait la classe bleue. Si j'avais pas mis la classe, ça fonctionnait quand même, vous inquiétez pas. Strong deuxième. Et là encore, on aurait pu modifier élément text content égale coucou. Là encore, ça aurait tout à fait fonctionné. Quoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Deuxième. Ah, parce que j'ai un query selector all. Oui, pardon. Donc là, j'avais un tableau. Là, on va laisser la même chose. Donc là, j'avais un tableau. Il aurait fallu que j'accède à l'élément 0. Voilà, pardon. Coucou. Voilà, le voilà. Ça va dans le pase? La syntaxe te convient? Tu connaissais ou c'était juste... tu étais curieux de savoir si c'était possible? Alors, on va profiter qu'on a les éléments sous la main. Vous voyez qu'ici, on peut s'amuser à modifier, par exemple, le contenu. T'étais curieux, d'accord. Bah, t'as eu une bonne intuition. On peut s'amuser à modifier le contenu. Mais, on peut aussi accéder à toutes les valeurs de style qui sont définies pour un élément. Donc par exemple, vous vous rappelez, la couleur d'un texte, on l'a définissait avec color. Et bien par exemple, je peux dire que dorénavant, l'élément, celui-ci, donc en l'occurrence ça sera deuxième, l'élément, on va modifier son style, et dans le style, on va modifier sa couleur. Donc la couleur, c'est la couleur du texte, pour mettre la couleur rouge. Si je fais ça, pourquoi il n'a pas voulu? Alors les produits JavaScript, pourquoi ça n'a pas marché? Ça aurait dû fonctionner ça, non? Quelque chose m'échappe. Élément 0. J'ai oublié un truc. Et c'est l'échec. Je tente des trucs. Hein. Alors, ce qui est cocasse... D'accord, il fallait que j'accède comme un tableau. Pourquoi elle a pas voulu que j'accède? Alors là, je veux bien la... Vicky, si t'es encore là, ou Loulou, parce que t'avais l'air de connaître aussi, ou Randy March. Je veux bien, si vous savez, pourquoi il a pas voulu que je le tape comme ça. Pourquoi cette syntaxe-là a pas marché, et celle-ci a fonctionné. Parce que pour moi, en JavaScript, elles sont équivalentes. Dans le cas, parce que dans le cas d'un dico. Je suis dubitatif. Bon, bah on peut modifier donc sa couleur. Pas de la façon dont je m'y attendais. Mais on aurait pu aussi modifier, par exemple, la background color. Allez, soyons fous, soyons dégueux, pour mettre un bleu foncé. Mais, on aurait pu aussi reprendre toutes les syntaxes qu'on a vues la semaine dernière. Donc par exemple, ici, faire un truc RGB comme ça. Et ça fonctionne tout pareil. Tout pareil, on peut modifier toutes les propriétés CSS, vous pouvez les modifier comme ça. J'ai un trou là, mais peut-être lié aux propriétés réservées. Bah peut-être, mais... Écoute, si t'as le temps de faire un petit Google, si tu googles ça et que tu comprends la réponse, je veux bien... pour le coup, je veux bien la réponse. Parce que pour moi, ça aurait dû fonctionner. Et là où c'est cocasse, c'est que j'ai préparé ce tuto cet après-midi, j'ai vérifié quelques trucs, et j'ai trouvé exactement cette syntaxe-là. Quand j'ai préparé mon truc. Donc ça fonctionne chez toi. Donc voilà, je suis pas complètement fou. Et pourtant ça pas... Attends, c'est... Et là ça marche. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait comme différence tout à l'heure? Attends, tout à l'heure j'ai tapé ça, ça n'a pas marché.
Bon bah je comprends pas. J'ai commencé en tapant 100, ça. Et là, t'as vu? Pourquoi là ça marche pas? Je sauvegarde. Je refresh. Non. Et là ça marche pas. J'ai tapé un espace invisible? Non. Bon, bah écoute, c'est la magie. Ah bah attends, pardon. Là c'était normal, en fait. J'étais en train de faire des bêtises. Bon ouais, c'est moi qui avais dû oublier de... On verra sur le replay, mais j'avais dû oublier de mettre le rouge ici. Probable. Probable. Ça doit être moi, j'ai dû faire un oubli. Ça arrive. Et vous pouvez vous amuser à modifier absolument toutes les propriétés de ce genre de choses. Si par exemple vous avez un paragraphe, admettons on va choper le paragraphe qui est là. Paragraphe. On pourrait s'amuser à mettre beaucoup de contenu dans ce paragraphe. Ça donne ça. Mon paragraphe ici, il fait une largeur. On pourrait s'amuser à lui imposer une largeur. Alors, ça sera toujours à l'élément 0. On sélectionne que les paragraphes, il n'y en a qu'un seul. Ça sera le paragraphe qui sera donc à l'élément 0. On pourrait s'amuser à lui imposer une largeur de 50 pixels. Du coup, il est obligé de s'étaler en hauteur. Vous voyez? C'est mon même paragraphe, sauf que là, je l'ai bridé à 50 pixels de large. J'aurais pu le brider à 10%. Ça va fonctionner aussi. Toutes les syntaxes qu'on a vues la semaine dernière sont exactement valides pour modifier le style depuis le JavaScript. Alors là, pour l'instant, vous pourriez vous dire ok, à quoi bon? On va y venir. On va faire un peu plus d'interaction, ça va être un peu plus intéressant. Un ID étant unique en query... Ouais, c'est tout à fait. Le query selector all a pas vraiment de sens quand tu utilises un ID, puisque effectivement, l'ID est unique comme on le disait juste avant. T'as tout à fait raison. Donc ça, c'était pour s'amuser à modifier nos petits éléments. Je vais garder mon paragraphe. Je vais garder mon paragraphe et je vais virer tout ça. Donc là, vous êtes d'accord qu'il n'y a rien. J'ai un paragraphe, mais il est vide. Il n'y a pas de contenu dedans. Je vais juste faire un query selector pour sélectionner juste ce paragraphe-là. J'ai pas envie d'en sélectionner d'autres ou quoi que ce soit. Si j'en mets, j'en rajoute. Je sélectionne le premier. Maintenant, on va voir que grâce au JavaScript, on peut dynamiquement ajouter des choses dans notre code, dans notre page. Pour ça, par exemple, je vais faire un truc comme ça. Je vais le faire en anglais. New element. On va voir qu'on peut créer à la volée des balises. Donc ça, on va faire document.create element. Et par exemple, on va créer, dans notre paragraphe, on va créer un élément de type strong. Donc là, je crée virtuellement une balise de type strong. Si je relance, il ne s'est rien passé. J'ai un nouvel élément, mais ce nouvel élément, il est juste dans la mémoire du navigateur. Vous voyez, il existe virtuellement, je peux l'afficher, mais il ne contient rien. Ce nouvel élément, on peut lui mettre du texte. Coucou. Et enfin, on va faire une dernière chose, qui va être... J'ai pas mes réflexes sur Sublime Text pour déplacer les lignes de code et tout comme ça. Et enfin, pour qu'il puisse apparaître, il va falloir l'attacher à un élément parent. Il va falloir lui donner un parent. Là pour l'instant il est tout seul, il existe juste dans la mémoire, et il va falloir l'attacher à un élément parent qui existe dans le DOM, donc qui existe dans notre document. Donc pour ça, on va prendre l'élément sur lequel on veut le rattacher, donc là par exemple élément, et dans élément, on va appeler une fonction qui s'appelle appendChild. Et là on va lui mettre le nouvel élément. Donc là ce qui se passe c'est que JavaScript, il va prendre notre élément qu'on a sélectionné, donc l'élément qu'on a sélectionné c'est le paragraphe, et append, en français ça va vouloir dire ajouter, child enfant, donc ajoute un enfant à cet élément. Donc à l'élément, on ajoute l'enfant, new élément. Et quand on va exécuter ça, hop, on a coucou qui va apparaître. Et si on regarde le contenu de notre code, dorénavant on avait bien le paragraphe, comme on avait tapé dans notre page, et on a aussi, dorénavant, la nouvelle balise strong, coucou, qui s'est rajoutée. C'est pas mal, hein? Et ça, on aurait pu le faire plusieurs fois. Par exemple, je vais reprendre tout ça.
new element 2, coucou 2, new element 2. Pour l'instant, ils sont créés juste dans la mémoire, et à la fin, je peux m'amuser à tous les ajouter, et les deux vont s'ajouter. Coucou et coucou 2. Donc dans ma classe, j'ai bien un strong coucou et un strong coucou 2. Sympa? Alors par exemple, vous pourriez récupérer des données d'un serveur web ou un truc comme ça, et ces données, ça pourrait être par exemple une liste. Et bien vous pourriez créer tous les éléments d'une liste, comme ça, à la volée. Ou par exemple, vous récupérez un tableau avec plein d'articles à afficher, et bien vous pouvez créer plein de paragraphes, avec chacun un article, etc. etc. Dynamiquement, le JavaScript pourrait nous permettre d'aller chercher des informations, puis de les afficher comme ça à la queue leu. Je vous montre un nouvel exemple. Imaginons, on a tableau. On va avoir un tableau qu'on va appeler. On va faire des infos. Ah, on va faire des fruits. Tiens, fruits. Fruits. Ça va être un tableau qui va contenir par exemple banane, banane, pomme, poire. Poire. Et bien pour afficher ces fruits, fruits au pluriel. Pour afficher ces fruits, on pourrait par exemple faire un for let i in fruit, et à chaque fois, je vais créer un élément. Élément égale document.createElement. Cet élément, ça va être, on peut créer en strong, on s'en fiche, ça n'a pas vraiment d'importance. Et cet élément.textContent, il va valoir fruit à l'indice i. Et enfin, on n'aura plus qu'à l'ajouter. Alors on l'ajoute à quoi? Il va falloir le dire tout de suite. Donc ça va être let parent par exemple, document.querySelector de, on va reprendre bleu, bon, on va reprendre paragraphe, hop, de notre paragraphe. Et donc, ici, parent.appendChild de élément. À chaque fois, à chaque tour dans la boucle, on va créer un élément de type strong. Cet élément de type strong, on va changer son texte en lui mettant le texte contenu à la case i de notre tableau. Donc là, c'est la case 0, puis la case 1, puis la case 2. Et cet élément, ensuite, on va le rajouter au parent. Le parent étant la balise paragraphe qui était juste avant. Et là, dynamiquement, on va ajouter nos fruits dans notre paragraphe. Banane, pomme et poire. Ok? Est-ce que c'est pas un peu magnifique tout ça? Est-ce que c'est pas génial? Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'avais noté un petit peu tout ce dont je voulais faire le tour. On peut changer ce qu'on appelle des attributs. Ici, la classe, c'est ce qu'on appelle un attribut de ma balise P. Ok? Ça, c'est un attribut. Eh bien, grâce au JavaScript, on va pouvoir changer des attributs avec la fonction setAttribute. Donc là, l'attribut qu'on veut changer, en l'occurrence, c'est classe. Et donc, par exemple, classe, dorénavant, je veux qu'il contienne le texte rouge. Red. Rouge, voilà, en français. Et donc, dorénavant, ce qui va se passer, c'est que ma classe qui valait bleu, eh bien, dorénavant, elle vaudra rouge. Donc ici, c'est bleu. Maintenant, c'est rouge. Vous voyez, si j'enlève ma ligne de texte, c'était bien bleu. Et si je remets, je rafraîchis, c'est bien rouge. Oui, parce que j'ai un problème, je sais pas pourquoi. J'ai eu ça la première semaine, je voulais utiliser VS Code, mais VS Code m'affiche un écran noir sur OBS sous Windows. Je sais pas pourquoi. Là, je suis sur Windows, pour te faire plaisir. Là, je suis sur Windows et je sais pas pourquoi OBS ne veut pas capturer uniquement la fenêtre de VS Code. Alors qu'avec Sublime Text, ça marche très bien. Si je capturais tout mon écran, peut-être que ça marcherait, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de capturer juste des fenêtres et avec VS Code, ça ne marche pas. J'ai tout essayé, ça ne veut pas fonctionner. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur Sublime Text pour quand même avoir un éditeur un petit peu sexy plutôt qu'un éditeur de texte classique. Oui, il y a des... Alors, ouais, Vicky, je suis d'accord, on a ClassName par exemple.
et classe list. Et bah Xarkin, on peut en parler après si tu veux. Tu m'enverras un petit message et j'essaierai si tu veux. Ou à la fin, quand on sera sur le post-roll. Ouais, Vicky, je suis d'accord. Pour la classe c'est pas forcément le meilleur exemple. Et tant pis, c'est un exemple. On peut changer, si vous avez deux attributs, vous pouvez changer aussi les attributs. Ok, quelqu'un. Bah, tu me dis, parce que j'ai essayé des trucs liés à ça aussi, avec Disable Render et comme ça. Donc, mais tu as raison, hein, Vicky. Alors, la classe, c'est pas vraiment le bon exemple, parce que effectivement, alors on va faire un petit console. Pour la classe, si vous voulez connaître les classes de votre élément, vous auriez pu faire parent. Point. Alors, c'est quoi class list? Class name? J'utilise jamais parce que j'en ai jamais besoin. T'avais tapé directement. Il y a l'exemple class name. Et bien on va voir par exemple class name, console, bleu. Et si j'en mettais plusieurs, bleu et rouge, class name contient bleu, rouge. Et class list ça va faire pareil mais sous forme d'une liste je suppose. Voilà. Faut pas être trop connecté alors. Ou alors faut que tu mettes un casque. Donc oui effectivement, on peut accéder à des éléments spéciaux, à des attributs spéciaux pour des trucs particuliers. Comme les classes, on a class name et class list. Donc c'était pas le meilleur exemple. Qu'est-ce qu'on a comme attributs qui sont assez classiques, sans rentrer dans un truc trop compliqué? T'as un truc tout de suite qui te vient en tête, Vicky, ou pas? Parce que là, j'ai pas de truc tout de suite en tête. Et j'aimerais finir avec les fonctions en 10 minutes, donc si t'as une petite idée. Bah, tu m'as dit classe, c'est pas un bon exemple. Est-ce que t'en as un autre? Comme attribut qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait modifier comme ça à la volée. Et qui sera utile. Il y a bien le href par exemple, ou des trucs comme ça, mais c'est pas... Title, bah voilà, title c'est très bien. Title, le titre, ceci est un paragraphe. Coucou. Title, c'est un truc intéressant. Si vous laissez votre souris sur un truc qui a un title, ça n'est ni PJ. Dans ces cas-là, vous aurez un petit tooltip par défaut qui va s'afficher et qui dit le contenu de votre title. Donc là, par exemple, si je laisse ma souris, hop, j'ai ceci est un paragraphe. Alors évidemment, comme d'habitude, évidemment, ça marche pas pour vous. Essayez-le, faudra l'essayer chez vous. Je sais pas pourquoi la capture fonctionne pas. Et là, moi j'ai bien un tooltip chez moi et ça s'affiche pas sur le stream. Bon, il y a bien un tooltip qui s'affiche et qui dit ceci est un paragraphe. Et donc, comme l'a dit Vicky, parent, cet attribute. Alors du coup, ça perd un peu tout son charme puisque vous le verrez pas. Un autre paragraphe, un autre titre. On peut faire comme ça. Et dans ces cas-là, ça va bien changer l'attribut pour un autre titre. Alors, il faudrait que je fasse un imprimé écran, que je vous montre l'image et tout. Pas très drôle. Bon, c'est dommage. Faut me faire confiance, ça fonctionne. Allez, un dernier truc pour la route, et on aura déjà vu pas mal de choses. Je vais enlever ça pour simplifier. Je vais enlever tout ça. Un dernier truc intéressant, pour ajouter de l'interactivité, ça va être que l'utilisateur puisse interagir avec vos éléments. Alors il y a des éléments qui sont faits pour ça, par exemple les boutons, et il y en a d'autres, on peut rajouter l'interaction, mais ça ne sera pas forcément limpide, puisque visuellement ils n'auront pas l'allure de quelque chose qui peut réagir. Ouais, mais voilà, tout ça c'est des trucs qui sont... Ouais, j'avais pensé aussi à l'ID et compagnie, mais c'est pas très visuel quoi. C'est vrai que c'est dommage que le title ça marche pas quoi. Mais merci du complément, Vicky. Alors, deux choses. La première chose, dans du code JavaScript, vous pouvez créer ce qu'on appelle des fonctions. Donc c'est comme pour Arduino, une fonction, ça peut prendre des paramètres, un paramètre, un second paramètre, et ces paramètres-là, après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc si par exemple ça, c'était 2 chiffres, alors on aurait pu les ajouter et en faire ensuite un return de tout ça. Return vous permettant de remonter la sortie de la fonction vers la chose qui l'a appelée. Donc là par exemple je pourrais faire une fonction qui s'appelle add et qui additionnerait nombre 1, nombre A, nombre B, A et B.
Et là, après, du coup, on pourrait, par exemple, alors on va le faire en deux fois, let résultat égale add de 1 et de 3. J'appelle ma fonction avec deux choses. 1 qui va venir se mettre dans nombre A, 3 qui va venir se mettre dans nombre B. Et cette fonction-là, elle va faire sa petite tambouille avec les nombres. Donc en l'occurrence, elle va prendre le nombre A, l'additionner au nombre B et renvoyer tout ça à la personne qui a appelé la fonction, qui a fait la demande. Donc dans le résultat, on va stocker le résultat, littéralement, de l'appel de la fonction add. Et si je fais mon petit console.log, dans ce cas-là, on va voir apparaître 4. Voilà. 1 plus 3, ça fait bien 4. Jusque là, ça va. Mais un truc qui peut être fait aussi, cliquage. Mais un truc qui peut être fait aussi, c'est de faire des fonctions qui vont être appelées quand il y aura une interaction sur la page. Donc là, par exemple, le clic a été fait. Donc là, par exemple, on va juste créer une fonction qui s'appelle cliquage. Parce qu'on est en bon français. Et ici, dans notre P, entre les chevrons de notre balise P, on va rajouter un truc qui s'appelle onClick. OnClick, c'est ce qu'on appelle un listener. Un listener. En anglais. Et en français, on va appeler ça un... Ah, ma caméra qui a bugué. Je relance ça. Ça évitera d'avoir une tête toute bizarre. Je veux dire qu'elle tourne depuis un moment, la pauvre. Hop là. Ah, les aléas du direct. Alors, webcam, où es-tu? Voilà. Salut Bro330. Et donc, un listener, ou en français, ce qu'on appelait un écouteur d'événements, c'est quelque chose qui va vous permettre d'exécuter une fonction quand l'événement en question sera appliqué. Donc là, on, donc sur, en traduction française, le clic, donc au moment où la personne va cliquer, dans ces cas-là, on va demander à exécuter la fonction cliquage. Sans parenthèse ni rien. On va juste exécuter la fonction cliquage. Et donc, quand la personne va cliquer sur le contenu du P, alors pas nécessairement sur le coucou, hein, ça peut être partout sur le contenu du P, dans ces cas-là, on va avoir cliquage qui va s'exécuter. Donc on va surveiller ce qui se passe ici. Je clique. Ah! J'ai encore oublié un truc comme tout à l'heure. On clique, cliquage. Est-ce que c'est une question parce que mon script il n'était pas bon droit? En plus, ouais. Alors les puristes ils vont m'engueuler. Les puristes ils vont m'engueuler parce que c'est pas comme ça qu'on fait des event listeners. Et ils auraient pas tort. Je vais refaire vite fait les choses. Au lieu de faire comme ça, on va reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure. Let, paragraphe, paragraphe, paragraphe égale document.query selector de paragraphe. Donc on va sélectionner le premier paragraphe. Je ne me rappelle plus de la syntaxe. Add event listener. Clic. Cliquage. Oh, j'utilise tellement plus cette syntaxe, je me rappelle plus comment ça s'écrit. Je vais tricher. Vous le voyez pas, mais je suis en train de tricher. Merci Vicky. Ça c'est la syntaxe plus propre. Ça va être la syntaxe, on va dire. Ah, ça va être la syntaxe plus moderne que ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est quand même plus joli. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a notre paragraphe. On a notre paragraphe. Et pour ce paragraphe, pour cet élément paragraphe, on va ajouter un écouteur d'événements. Cet événement, ça va être le clic. Et il va falloir qu'il exécute la fonction cliquage quand on va appuyer sur clic. Je relance. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois que je clique, alors, vous voyez, ouais.
Vous voyez, il y a le petit 2 qui s'incrémente ici parce que le contenu est exactement le même. Donc à chaque fois que je clique, hop, ça s'incrémente. Et pour vous dire qu'il ne fallait pas cliquer uniquement sur le texte, si là, je rajoute une classe, en fait, il n'y a pas besoin puisqu'il n'y en a qu'un seul. Si, dans le style, je dis que mes balises, elles ont un background color blue, une size, ouais, le blue ça va être un peu dur à lire, yellow ça va être mieux. Une size super grande, donc width de 250 px et height de 250 px. Vous voyez, j'ai un élément qui est comme ça. J'ai pas besoin de cliquer sur le texte. Si je clique ici, hop, ça a quand même marché parce qu'on est bien dans la zone de notre paragraphe. Ça marche quand je suis sur le texte, mais ça marche aussi quand je suis à l'extérieur du texte. Donc ça, c'est pour le côté, c'est pour tout ce qui est listener. Des listeners, il en existe plein. Si par exemple vous êtes en train de survoler, ça doit être Hover, ça doit fonctionner aussi. Donc là, ça va s'afficher à gogo. Ah, Hover il marche pas? Vicky, c'est pas Hover qui s'appelle? Je veux bien ta correction si jamais je me trompe. On Hoover? Je me rappelle plus. Il me semblait qu'il marchait avec Hoover. Peu importe, au pire, c'est pas très grave. Puisqu'en général, la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez faire clic. Qui lui fonctionne. Mouse over. Mouse over. C'est ça, mouse over. Voilà. Donc là, chaque fois que elle va passer dessus, ça va générer l'événement. Vous voyez, là, je clique pas ni rien, je passe juste ma souris dessus, et on voit en bas que ça s'incrémente, etc. Et on peut détecter, comme le disait Vicky, mouse in, quand elle arrive dessus, mouse out. Mouse in, ça va être l'événement quand la souris arrive. Mouse out, quand elle sort. Ah, t'as vu, ça n'a pas marché. Tu te trompes. Ouais, faudrait vérifier les syntaxes en ligne. Vous voyez, ça, c'est pas des trucs qu'on fait super souvent, donc on a tendance à les oublier. Là, tant que la souris bouge sur le carré... Ah, enter. Mouse enter et mouse leave. C'est pour ça. On était pas loin. Chaque fois qu'elle bouge, ça génère le log. Donc vous voyez, ça incrémente super vite. Dès que je bouge d'un pixel, en fait. La fatigue d'attaque. Mais ouais, mais moi, c'est pareil. J'avais pas prévu d'utiliser ces événements-là et je me suis dit, allez, allons-y. Voilà. Vous voyez, j'arrive dans l'élément et à chaque fois, ça va déclencher. Donc ça vous permettra de faire des petits trucs rigolos, par exemple. Je sais pas, vous pouvez, bon, je vous laisserai le faire en guise d'exercice, mais vous pouvez vous amuser à chaque fois que vous passez votre souris dessus, que le carré se déplace ou que le carré change de couleur, ou ce genre de choses. Sur l'événement, quand vous arrivez, le carré prend une certaine couleur, et quand vous ressortez, il en prend une autre, etc., etc. Alors ça, on pourrait le faire en CSS, c'est vrai. Mais on pourrait faire des trucs comme ça. Ouais, rebonjour Julien, on s'est vu dans la matinée, je crois, non? T'étais là ce matin, il me semble. Et du coup, ouais, je fais des tutos le mardi soir uniquement. Et là, c'est pas de chance parce que... Tristesse absolue, on arrive à la fin. J'ai couvert tout ce que je voulais couvrir ce soir. Ça dure 1 heure, il est 22h15, on commence à 21h15. Mais c'est pas fini, parce que comme je l'aime très fort, on va continuer. Alors, comme je vous disais la semaine dernière et la semaine passée, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye de se donner un petit fil rouge pour essayer de faire un truc un peu plus sympa. Parce que là, vous avez vu, pendant 3 cours, on s'est contenté de... Voilà, voici la balise machin, voici la fonction truc. C'est chiant. C'est pas super marrant, quoi. Donc, histoire de rendre les choses un peu plus rigolotes, on va essayer de se créer un vrai petit site web, une vraie petite application web qui va nous permettre d'avoir des interactions plus sophistiquées, de faire des choses un peu plus sophistiquées et un peu plus sympas. C'est un joli compliment ce que tu me dis là, j'en passe, merci. Comme j'avais pas trop d'idées, on peut faire et tout à l'heure j'étais en train de faire mes courses avec une application Google, je me suis dit qu'on pourrait faire un truc tout con qui est la fameuse to-do list. Alors une to-do list, qu'est-ce que ça fait? Une to-do list, dessus on peut rajouter des trucs à cocher, des cases à cocher. Quand on coche une case, l'élément se déplace dans la liste des trucs cochés et on peut éventuellement le décocher pour qu'il revienne dans la liste initiale. En rajouter, en enlever, petit bouton suppression, etc. etc. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de tester plein de choses comme les listes, avoir 2 sections, avoir un petit formulaire qui nous permet d'ajouter un nouvel élément, réagir au clic dans une boîte, réagir au clic dans une boîte qui est déjà cochée, réagir au clic sur un élément qui nous permettra de supprimer un truc de la liste, et gérer
éventuellement du stockage. Au lieu de stocker sur un serveur, etc., on va stocker dans le navigateur. Il faut savoir qu'un navigateur internet, ça possède son propre espace de stockage. Vous connaissez sûrement les cookies, puisque vous les voyez passer sur absolument tous les sites internet avec un petit bandeau en bas, mais il y a aussi ce qui s'appelle le local storage, qui nous permet de stocker des informations dans un petit espace mémoire qui est réservé pour votre site internet. Donc on va créer une page web, une simple page web, qui va nous permettre de faire tout ça, de créer tout ce genre de petites choses. Et éventuellement, on pourra s'amuser à créer une liste sur une page, et créer des boutons pour aller sur une autre page qui contiendra une autre liste, etc. etc. Et tout ça, ça sera stocké dans notre navigateur en local. On n'aura pas besoin de voir des trucs compliqués comme les serveurs, héberger une page ou des trucs comme ça. On va rester uniquement dans le côté HTML, CSS et JavaScript. Est-ce que ça vous motive? Est-ce que cette idée, bien que basique, si on arrive à l'exécuter jusqu'au bout avec des trucs un peu sympathiques en termes de CSS et de HTML, est-ce que c'est une idée qui vous plaît, qui vous inspire un petit peu? Et si vous en avez d'autres, je suis comme d'habitude, je suis à votre écoute. Une to-do list. Il y a plein de trucs à faire pour construire à partir de ça en plus. Drag and drop, storage, échange ça. Mais oui, mais la to-do list, c'est un peu le hello world de la programmation web. La to-do list, c'est facile à faire. C'est facile à faire, mais c'est surtout que c'est extensible à l'infini. On peut faire énormément de choses avec une to-do list. Donc, ça a beau être bateau, ça a beau être super sommaire, si vous avez... Enfin, moi j'aimerais bien partir là-dessus parce que y a moyen d'étendre plein de choses. C'est pas trop compliqué à comprendre, on a tous déjà vu ce que c'était qu'une to-do list, donc les concepts de la to-do list sont maîtrisés normalement par absolument tout le monde. Et il y a, comme disait Vicky, il y a pas mal de trucs à faire. Si vous voulez le refaire chez vous ou le faire en même temps que le tuto, c'est possible aussi pour mettre vos propres couleurs, vos propres comportements, pour que vous puissiez vous l'approprier, c'est possible aussi. On ira comme d'habitude à un autre rythme tranquillement. Et donc voilà, je pense qu'on fera ça comme fil rouge. Donc la semaine prochaine, je représenterai, pour ceux qui n'étaient pas forcément là aujourd'hui, je représenterai un petit peu le fil rouge. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme to-do list? Je vous ferai une petite liste des choses qu'on va faire, une to-do list des choses à faire pour le fil rouge. Et on attaquera avec quelque chose qu'on n'a pas vu aujourd'hui qui s'appelle les formulaires. Donc les formulaires, vous savez déjà ce que c'est. C'est tous les inputs qui vous permettent de, par exemple, mettre un champ texte, mettre un bouton, mettre un truc qui a coché, etc. Tout ça, c'est ce qu'on va rentrer dans la catégorie formulaire HTML. Donc comment ça se présente un formulaire HTML. Et donc, on va attaquer, un peu galvaudé, on va attaquer les choses sérieuses. On va commencer à créer notre propre application. Donc à chaque cours, dorénavant, on fera à la fois du HTML, du CSS et du JavaScript. J'essaierai d'avoir un périmètre limité de choses à faire à chaque cours. Mais à chaque cours, on verra des nouvelles choses pour mettre en place notre to-do list. Ça vous va? Moi, si ça vous va, je suis content. Ça serait sympa d'avoir un site de live coding pour permettre à ceux qui suivent de copier-coller le code si besoin. Je sais pas si Twitch supportera un truc comme ça. Mais si. Regarde. Attends. Si on fait un truc comme ça. Regarde, je repasse sur la scène d'avant. Si, au lieu d'avoir ça, je vous mets ça comme ça. Alors, il faut que je passe au-dessus. Si je vous fais un fiddle, je vous donne l'adresse du fiddle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, JS Fiddle, c'est un truc qui permet de faire du code et directement avoir le résultat. Vous le voyez? Voilà. Si là, ok, donc là par exemple, je tape strong coucou. Je peux lancer mon code. Et là, j'ai le résultat qui s'affiche. Coucou. Et je peux interagir avec le résultat qui est là. Et si je le sauvegarde, ça vous donne une adresse directement. Et cette adresse-là, elle est publique. Vous pouvez y accéder. Et donc du coup, vous pouvez la copier de votre côté. Et chaque fois que je fais une modification, quand je sauvegarde, automatiquement, ça va incrémenter la version de là où je suis rendu. Donc il suffira pour vous, si vous voulez suivre ce que je suis en train de faire, bah CodePen, ça marchera aussi de toute façon. Si vous voulez suivre ce que je suis en train de faire, il suffira de prendre le même truc, de le copier chez vous et de le modifier comme vous l'entendez, avec à chaque fois. Alors le problème c'est que si moi je mets à jour des couleurs ou des trucs comme ça va effacer vos couleurs à vous. Mais si vous avez ça, vous le copiez chez vous, et par exemple si vous voulez uniquement récupérer mon HTML mais faire votre propre CSS, vous pourrez, ou etc. Vous pourrez comparer facilement vos trucs avec les miens. Donc je pense qu'on fera ça, c'est une très bonne idée Vicky. Je pense je vais dégager, alors il faudra que je puisse zoomer un petit peu. Du coup, je vais dégager Sublime Text
et à la place, on prendra uniquement un JS Fiddle pour avoir un truc plus interactif. Super, merci de ton idée, j'ai pas pensé, et c'est vrai que c'est une super idée quoi. C'est vraiment, ça va être très très bien ça. Ça va permettre d'être un petit peu plus interactif. Du coup, la semaine prochaine, préparez-vous, il y aura une petite présentation du JS Fiddle aussi. Je vais rajouter avant d'oublier. Allez hop, live coding, présentation de JS Fiddle. Alors CodePen ou JS Fiddle, hein, on s'en fout, c'est pareil. Super, merci. Bon bah du coup on se verra avec ça la semaine prochaine, on fera comme ça, ça va être super. Ça va être vraiment chouette. Comme d'habitude, d'ici la fin de la semaine, je vais découper tout ça pour le mettre sur la chaîne YouTube. Si jamais vous êtes arrivé en cours de route et que vous voulez revoir ce qu'on a fait aujourd'hui, qui était toute la partie sur le JavaScript, vous pourrez, il n'y a pas de problème. Donc je ferai ça et ça sera en ligne d'ici la fin de la semaine. Et sinon, si vous avez des questions maintenant, je peux répondre. Pour rappel, je suis toute la semaine en ligne une grosse partie de la journée, on va dire de 9h30 jusqu'à 14-15h, ça dépend des jours. Peut-être 16h. Entre 14h et 16h, c'est ma date de fin, on va dire. C'est mon heure de fin, en fonction de ce que je suis en train de faire. Si j'ai besoin de me concentrer beaucoup, j'arrête le stream. Et sinon, je continue jusqu'à 16h éventuellement. Donc toute la semaine, je suis en live, entre 9h30 et 14-16h, pour programmer mon gros projet de toute ma vie, qui va faire un tabac et qui va révolutionner vos vies. J'en parle pas trop aujourd'hui, je fais encore un peu de teasing. La semaine prochaine, normalement, mardi, j'en parlerai plus en détail parce que j'aurai besoin de vous, en quelque sorte. J'aurai besoin du bouche à oreille pour m'aider. Donc je vous présenterai ça plus en détail la semaine prochaine. Il y en a déjà parmi vous qui savent ce que c'est. Et du coup, si ça vous intéresse la prog web, bah sachez que voilà, j'en fais, je code mon projet en live, si ça vous intéresse de le découvrir. Là, demain, on va faire du sysadmin parce que j'ai reçu les clés de mon nouveau serveur. Donc on va se connecter au serveur et on va déployer une version du logiciel sur le serveur pour pouvoir commencer à préparer la version officielle qui sera déployée définitivement lundi. Donc je vais commencer à mettre en œuvre les différentes choses sur le serveur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer. Et puis c'est tout. Si je mange, j'ai une pause, je fais une pause de 20 minutes, une demi-heure, j'ai un petit écran de pause avec un super sudoku, etc. Pour vous occuper. Si je fais une petite pause, c'est jamais la même. C'est entre midi et 14h, mais c'est jamais. C'est quand j'ai faim ou quand j'ai atteint une étape qui me convient. Donc c'est pas une science exacte. Donc si je fais une petite pause, mais je me stream pas quand je mange dans mon coin. Donc voilà, si vous avez le temps, si vous voulez me voir, si vous voulez faire coucou, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à passer. Et il y a ça, évidemment mardi prochain 21h15, on reprend pour prendre ça. Et le vendredi matin en général je fais un petit stream jeu qui d'une part me permet de vous présenter le jeu gratuit de la semaine sur Epic Game Store et surtout qui me permet de tester ce fameux projet Top Secret. Donc de le mettre un peu à l'épreuve d'un stream. Un stream qui n'est pas un stream où je suis en train de coder ce fameux projet de Top Secret. Donc voilà, je vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, ça va continuer, j'ai encore plein de choses à faire là-dessus, j'ai beau faire un déploiement officiel lundi, j'ai encore plein de choses à coder, vous voyez. Ça c'est là où on est rendu, ce qu'il y avait à faire pour faire un déploiement, et tout ça, c'est déjà les idées que j'ai à implémenter pour la suite. Donc il y a de quoi s'occuper, il y a un paquet de trucs, il y a des choses faciles, il y a des choses compliquées. C'est du dev web, donc si le dev web vous intéresse, n'hésitez pas. C'est pas du dev web simple comme on l'a fait aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça en reste néanmoins intéressant. Il y a plein de gens qui sont déjà passés, qui ont eu des idées en plus pour améliorer le produit, donc merci à eux. Donc ça sera avec plaisir. Il y a énormément de JavaScript. Je pense que le projet c'est 30% de Python, 20-30% de Python pour le serveur et allez, on va dire 25-75 et 75% de JavaScript pour toute la partie affichage de l'utilisateur. Alors quand je dis 75% c'est JavaScript et bien sûr du HTML et du CSS pour la mise en place, mais ouais, il y a énormément de front-end. Ce qu'on appelle le front-end, c'est-à-dire la partie affichage à l'utilisateur. Donc ouais, il y a beaucoup de JS et un petit peu de Python. Mais demain, ouais, ça sera pas du code. Demain, ça sera... J'en ferai un tout petit peu au démarrage parce qu'il y a une fonctionnalité que je veux rajouter... Encore que... Ouais, il y a deux bricoles.
Il y a 2 bricoles que je veux rajouter, ou je les rajoute ce soir, ou je les rajoute demain matin. Je sais pas encore. Mais je voulais faire les mises à jour sur le serveur ce soir, donc je les ferai demain en même temps qu'on fait les 2 fonctionnalités. Je vais voir. Enfin voilà. Écoutez, ça sera avec plaisir que je vous verrai pendant ces lives-là. Sinon, on se revoit à 21h15 la semaine prochaine pour la suite du tuto, où on commencera à coder notre fil rouge, cette fameuse to-do list, qui va être super sympa à faire. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, codez bien. On se revoit, si vous voulez en savoir plus, sur le Discord, ou sur la chaîne YouTube, ou sur Twitter, j'ai pas posté le Twitter, ou sur Twitter. Si vous voulez me soutenir, les dons en bits, le PayPal, ça fait toujours plaisir. Les abonnements, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que je suis freelance, je fais ça sur mon temps libre parce que ça me plaît, c'est ma passion. Mais si vous voulez soutenir cette activité, il y a aussi un Utip, je ne l'ai pas rajouté. Il y a aussi un Utip, je crois que le lien ça doit être un truc genre utip.io/esquimon. Donc si jamais vous voulez faire, si vous voulez participer à tout ça, me soutenir, n'hésitez pas. Ça fait partie de mes sources de revenus, on va dire, tout votre amour. Si vous pouvez pas, c'est pas grave, vous avez le droit de pas pouvoir, chacun fait comme il veut. Et sinon, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine. Et ouais, les indépendants. Merci à ceux qui sont passés, merci à toi Vicky pour les compléments d'informations que tu as pu apporter et les autres aussi que j'oublie malheureusement parce que les pseudos sont passés trop vite et je les ai déjà oubliés. Vicky c'est un ancien. Et on se voit à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée, bonne semaine et à bientôt. Salut, salut!